Ce qui vous rend émotionnellement vulnérable après une dépendance affective, c'est pas seulement l'absence de l'autre, c'est le pouvoir que vous lui avez laissé sur votre monde intérieur. Pendant des mois, parfois pendant des années, votre humeur a dépendu d'un message, d'un silence, d'un regard ou d'un changement presque imperceptible dans sa façon de vous parler. Vous ne viviez plus réellement votre journée, vous attendiez un signe capable de vous rassurer ou de confirmer la peur que vous portiez déjà. Et quand cette relation s'arrête, quelque chose de très étrange se produit. La personne disparaît, mais son influence reste présente. Elle n'est plus nécessairement devant vous, pourtant elle continue à occuper vos pensées, à modifier votre sommeil, à troubler votre concentration et à décider, sans le savoir, de la valeur que vous vous accordez. Mais c'est là que beaucoup de personnes commettent une erreur. Elles pensent qu'elles doivent oublier plus vite, devenir froides, ne plus rien ressentir, mais devenir émotionnellement inébranlable ne signifie pas ne plus être touché. Cela signifie ne plus être détruit par ce qui vous touche. Il faut comprendre que la dépendance affective ne commence pas au moment où vous rencontrez quelqu'un. Cette personne révèle souvent une fragilité qui existait déjà. Elle devient simplement l'endroit où viennent se concentrer votre peur de l'abandon, votre besoin de validation et cette conviction silencieuse que pour être aimé, vous devez faire davantage que les autres, être plus patient, plus disponible, plus compréhensif, pardonner plus vite, demander moins et supporter ce qui vous blesse. Au début, tout cela peut ressembler à de l'amour. Vous faites des efforts, vous essayez de comprendre, vous donnez une nouvelle chance, mais progressivement, vous ne cherchez plus à construire une relation, vous cherchez à éviter sa fin. Et ce changement est fondamental parce qu'à partir de cet instant, vos décisions ne sont plus guidées par ce qui est bon pour vous. Elles sont guidées par la peur de perdre. Je me souviens d'une femme qui avait passé plusieurs années dans une relation instable. Elle était compétente, autonome dans son travail, capable de prendre des décisions importantes, mais dès que son compagnon devenait distant, toute cette solidité semblait disparaître. Elle vérifiait son téléphone, revenait sur chaque conversation, cherchait ce qu'elle avait pu faire de mal. Un soir, elle m'a dit quelque chose de très juste. Quand il s'éloignait, je ne perdais pas seulement sa présence, je perdais aussi la version de moi qui se sentait digne d'être aimée. Voilà le véritable problème. Quand votre valeur personnelle dépend du comportement de quelqu'un, vous ne lui demandez plus seulement de vous aimer, vous lui demandez de vous définir. Et personne ne devrait posséder ce pouvoir. La reconstruction commence au moment où vous acceptez une vérité inconfortable. L'autre ne vous a peu être pas rendu fragile, mais il a révélé l'endroit précis où vous étiez déjà fragile. Cette distinction change tout. Si vous pensez que cette personne est la source de votre douleur, vous continuerez à attendre d'elle la réparation. Un message, une explication, des excuses, un retour, mais si vous comprenez qu'elle a seulement touché une blessure plus ancienne, alors le chemin de guérison ne dépend plus de sa réaction. C'est là que naît la première forme de force émotionnelle, non pas dans le rejet, la colère ou l'indifférence forcée, mais dans la récupération de votre autorité intérieure. Vous commencez à observer vos émotions sans leur obéir immédiatement. Vous ressentez le manque, mais vous ne courez plus vers ce qui vous a blessé. Vous sentez l'angoisse monter, mais vous ne la transformez plus automatiquement en message, en justification ou en nouvelle tentative de sauver une relation qui vous épuisait. Devenir inébranlable commence ainsi, en cessant de confondre ce que vous ressentez avec ce que vous devez faire. La difficulté, c'est que votre système nerveux ne comprend pas immédiatement cette nouvelle manière d'agir.
Pendant longtemps, il a associé le contact avec l'autre à un soulagement. Un message arrivait et l'angoisse diminuait, une marque d'attention apparaissait et vous retrouviez momentanément confiance. Puis le silence revenait, avec lui le doute, et vous repartiez chercher une nouvelle dose de réassurance. Ce cycle finit par créer une forme de dépendance très concrète dans laquelle vous ne poursuivez plus seulement une personne, vous poursuivez l'apaisement que sa présence vous procurait. C'est pour cette raison que les premières semaines de détachement peuvent sembler plus douloureuses que la relation elle-même. Vous savez parfois très bien que ce lien vous abîmait, pourtant une partie de vous réclame encore ce qui vous faisait souffrir. Cela paraît contradictoire, mais le cerveau préfère souvent une souffrance familière à une paix qu'il ne connaît pas encore. L'incertitude, les retours imprévisibles, les moments de proximité suivis de distance ont créé une tension permanente et cette tension a fini par devenir votre normalité. Quand elle disparaît, vous ne ressentez pas immédiatement de la liberté, vous ressentez d'abord du vide. Beaucoup de personnes interprètent ce vide comme la preuve qu'elles ont pris la mauvaise décision. Elles se disent qu'elles n'auraient peut-être pas dû partir, qu'elles ont exagéré, que l'autre pourrait changer si elles trouvaient enfin les mots justes. Mais ce vide n'est pas forcément un signe d'erreur. Il est souvent l'espace laissé par une habitude émotionnelle qui n'est plus alimentée. Il faut apprendre à ne pas remplir cet espace trop rapidement, ni avec un retour précipité, ni avec une nouvelle relation, ni avec une activité permanente destinée à empêcher toute pensée. Le silence intérieur peut être inconfortable, mais il possède une fonction essentielle. Il vous permet de découvrir ce qui reste lorsque vous ne passez plus votre temps à anticiper les réactions de quelqu'un d'autre. Une personne que j'ai accompagnée décrivait cette période comme une chambre devenue soudainement silencieuse après des années de bruit. Et au début, elle ne supportait pas ce calme. Elle se levait avec l'envie d'écrire, de vérifier les réseaux sociaux, de relire d'anciennes conversations. Elle cherchait une preuve que le lien existait encore. Puis, elle a commencé à retarder chaque impulsion, pas à la supprimer, simplement à ne plus lui obéir immédiatement. Elle attendait 10 minutes, puis 20, puis 1 heure. Peu à peu, elle a découvert qu'une émotion pouvait monter, atteindre un sommet, puis redescendre sans qu'elle ait besoin d'agir. C'est une étape décisive. La solidité émotionnelle ne naît pas du contrôle absolu, elle naît de l'espace que vous créez entre une émotion et votre réponse. Tant que cet espace n'existe pas, chaque peur devient une action. Chaque manque devient un message. Chaque doute devient une demande d'explication. Mais lorsque cet espace apparaît, même brièvement, vous récupérez une liberté que la dépendance vous avait retirée. Vous pouvez alors commencer à observer ce qui se passe réellement en vous. Peut être que vous ne regrettez pas seulement cette personne, peut être que vous regrettez le sentiment d'être désiré, peut être que vous ne souffrez pas seulement de son absence, mais de l'idée qu'elle pourrait être heureuse sans vous, peut être encore que ce qui vous blesse le plus n'est pas la rupture, mais la sensation d'avoir été remplacé, oublié ou jugé insuffisant. Ces nuances sont importantes parce qu'on ne soigne pas de la même manière le manque d'une personne, la blessure d'abandon et l'atteinte portée à l'estime de soi. Tant que tout est mélangé, la douleur semble immense et impossible à comprendre. Dès que vous commencez à la nommer précisément, elle perd une partie de son pouvoir. Devenir émotionnellement inébranlable, c'est donc aussi apprendre à poser une question simple devant chaque vague de souffrance. Qu'est-ce qui me fait réellement mal maintenant?
pas ce que je devrais ressentir, pas ce que l'autre a peut être voulu provoquer, mais ce qui est présent en vous à cet instant précis. Souvent, derrière le manque, on découvre une peur plus ancienne, celle de ne jamais retrouver quelqu'un, de ne pas être assez intéressant, de ne pas savoir vivre seul ou de devoir recommencer toute sa vie. Et c'est seulement lorsque cette peur apparaît clairement que vous pouvez commencer à la traiter sans utiliser une relation comme anesthésiant. À ce stade, beaucoup cherchent encore une solution extérieure. Ils veulent comprendre ce que l'autre pensait, pourquoi il s'est éloigné, s'il a aimé sincèrement ou s'il reviendra un jour. Ces questions paraissent légitimes, mais elles entretiennent souvent la dépendance sous une forme plus discrète. Vous ne poursuivez plus la personne directement, vous poursuivez une explication capable de calmer votre douleur. Or, certaines réponses ne viendront jamais et même lorsqu'elles arrivent, elles ne produisent pas toujours le soulagement attendu. Vous pouvez recevoir des excuses et continuer à souffrir. Vous pouvez obtenir une explication détaillée et rester insatisfait. Vous pouvez même entendre que l'autre vous aimait, mais qu'il était incapable de construire une relation stable sans que cela répare les mois pendant lesquels vous vous êtes senti rejeté. La fermeture émotionnelle ne dépend donc pas uniquement de ce que l'autre accepte de vous donner. Elle commence lorsque vous cessez d'attendre que sa version des faits devienne la clé de votre paix intérieure. Cela demande de distinguer deux besoins très différents. Le premier est le besoin de comprendre. Il peut être sain parce qu'il permet d'identifier ce qui s'est passé, de reconnaître les comportements blessants et d'éviter de répéter les mêmes choix. Le second est le besoin d'obtenir une réponse qui annule la blessure. Celui-là devient dangereux parce que aucune phrase ne peut modifier ce que vous avez vécu. Elle peut éclairer le passé, mais elle ne peut pas le réécrire. J'ai vu des personnes rester attachées pendant des années à une seule question: pourquoi ne m'a-t-il pas choisi? Elles croyaient que la bonne réponse leur permettrait enfin d'avancer. Mais derrière cette question, il y en avait une autre, beaucoup plus profonde. Qu'est-ce qui manquait chez moi pour que je ne sois pas choisi? C'est là que la souffrance devient personnelle. Le comportement de l'autre n'est plus interprété comme une limite qui lui appartient. Il devient une preuve contre votre propre valeur. Pourtant, le fait qu'une personne n'ait pas su vous aimer correctement ne signifie pas que vous étiez difficile à aimer. Cela peut signifier qu'elle n'avait pas la disponibilité, la maturité, le courage ou la cohérence nécessaires pour construire avec vous. Nous avons tendance à transformer chaque rejet en verdict, alors qu'il s'agit souvent d'une incompatibilité, d'une incapacité ou d'un moment de vie qui ne dépend pas entièrement de nous. Devenir solide émotionnellement exige donc de renoncer à une illusion très séduisante, celle selon laquelle, avec une meilleure version de vous-même, cette histoire aurait forcément fonctionné. Vous auriez dû être plus calme, moins exigeant, plus séduisant, plus patient, plus mystérieux. Euh, cette manière de penser donne une impression de contrôle. Si tout dépendait de vous, alors vous pourriez encore corriger quelque chose et obtenir un autre résultat. Mais cette impression de contrôle vous maintient prisonnier parce que elle vous rend responsable de ce qui appartenait aussi à l'autre. Une relation ne se sauve pas seule. On peut ouvrir une conversation, reconnaître ses erreurs, proposer des changements, mais on ne peut pas créer à la place de quelqu'un sa volonté de rester, sa capacité à s'engager ou son désir de faire un effort réel. De accepter cela n'est pas abandonner trop vite, c'est reconnaître les limites de votre pouvoir. Et cette reconnaissance est essentielle parce que la dépendance affective vous apprend exactement l'inverse. Elle vous pousse
à croire que si vous trouvez le bon comportement, le bon moment ou les bons mots, vous pourrez enfin obtenir la sécurité que vous recherchez. Vous devenez alors extrêmement attentif aux variations de l'autre et de moins en moins attentif à ce qui se passe en vous. La reconstruction demande de renverser cette direction. Au lieu de demander sans cesse ce que vous devez faire pour être choisi, demandez-vous ce que cette relation vous obligeait à devenir pour ne pas être quitté. Plus silencieux, plus tolérant, moins spontané, moins exigeant, parfois presque invisible, cette question révèle souvent le prix réel que vous payez. La force émotionnelle apparaît lorsque vous comprenez que l'amour ne devrait pas vous demander de disparaître pour continuer d'exister. Vous pouvez faire des compromis, ajuster certains comportements, apprendre à mieux communiquer, mais vous ne devriez jamais devoir abandonner votre dignité pour conserver une présence. Le jour où vous cessez de négocier votre valeur, quelque chose change profondément. Vous ne cherchez plus à convaincre quelqu'un de vous traiter correctement. Vous observez s'il en est capable et cette différence, en apparence minime, transforme entièrement votre manière d'aimer. À partir de là, une autre difficulté apparaît. Lorsque vous commencez à poser des limites, vous pouvez avoir l'impression de devenir dur, égoïste ou distant. Pendant longtemps, vous avez être confondu l'amour avec la disponibilité permanente. Répondre immédiatement, pardonner avant même d'avoir compris ce qui vous avait blessé, accepter des comportements que vous n'auriez jamais conseillés à quelqu'un que vous aimez. Alors, lorsque vous cessez de fonctionner ainsi, une partie de vous se sent coupable. Cette culpabilité ne prouve pas que vous faites quelque chose de mauvais. Elle montre souvent que vous êtes en train de sortir d'un rôle ancien, celui de la personne qui maintient la relation à elle seule, qui absorbe les tensions, qui minimise ses propres besoins pour éviter un conflit. Quand ce rôle disparaît, l'équilibre change. Et certaines personnes peuvent réagir négativement, non pas parce que vos limites sont injustes, mais parce qu'elles bénéficiaient de leur absence. Une limite saine n'est pas une punition. Elle ne sert pas à provoquer une réaction, à créer de la peur ou à obliger quelqu'un à vous courir après. Elle indique simplement ce que vous pouvez accepter sans vous trahir. Elle peut prendre la forme d'un refus, d'une distance, d'une conversation claire ou parfois d'un départ. Ce qui compte, c'est qu'elle soit motivée par le respect de vous-même et non par le désir de contrôler l'autre. Il est important de comprendre que les personnes dépendantes affectivement ne manquent pas toujours de limites. Elles en possèdent souvent, mais elles les abandonnent dès qu'elles sentent que la relation est menacée. Elles savent qu'un comportement les blesse, elles se promettent de ne plus l'accepter, puis l'autre revient avec une parole tendre, une excuse ou une promesse. Et tout ce qu'elles avaient compris s'effondre sous l'effet du soulagement. C'est pas un manque d'intelligence, c'est la peur qui reprend le contrôle. Sur le moment, retrouver le lien paraît plus urgent que se protéger. Mais chaque fois que vous renoncez à une limite pour éviter l'abandon, vous envoyez à votre propre esprit un message très dangereux. Rester avec cette personne est plus important que rester fidèle à moi-même. La solidité émotionnelle se construit lorsque ce message commence à s'inverser. Vous pouvez aimer quelqu'un et refuser la manière dont il vous traite. Vous pouvez ressentir du manque et maintenir votre décision. Vous pouvez comprendre les blessures de l'autre sans leur permettre de devenir une justification permanente à ce qu'il vous fait subir. La compassion n'exige pas le sacrifice de votre dignité.
J'ai accompagné un homme qui revenait toujours vers une relation extrêmement instable. Chaque séparation était suivie d'une promesse de changement, puis les mêmes comportements réapparaissaient. Il disait qu'il connaissait les défauts de cette femme, qu'il comprenait ses peurs et qu'il ne voulait pas l'abandonner. Et en réalité, il utilisait la compréhension pour ne jamais avoir à choisir. Tant qu'il pouvait expliquer ce qu'elle faisait, il se sentait obligé de le tolérer. Un jour, il a formulé quelque chose de décisif. Je croyais que comprendre quelqu'un m'interdisait de partir. C'est une confusion fréquente. Comprendre n'oblige pas à rester. Pardonner ne signifie pas recommencer. Aimer ne signifie pas accepter indéfiniment devenir émotionnellement inébranlable, ce n'est donc pas construire un mur autour de soi. C'est développer une porte que vous choisissez d'ouvrir ou de fermer en fonction de ce qui entre dans votre vie. Un mur empêche tout lien. Une porte protège sans renoncer à la relation. Et plus vous respectez vos propres limites, moins vous ressentez le besoin de menacer, de supplier ou de convaincre. Vous n'avez plus besoin d'expliquer 10 fois ce qui vous blesse. Vous observez ce que l'autre fait après l'avoir compris. Parce qu'une relation saine ne repose pas seulement sur la capacité à parler. Elle repose aussi sur la volonté réelle de tenir compte de ce qui a été dit. Ce qui se transforme ensuite, c'est votre manière de vous faire confiance. La dépendance affective fragilise rarement seulement la relation à l'autre. Elle abîme aussi la relation que vous entretenez avec votre propre perception. Vous voyez un comportement qui vous blesse, mais vous cherchez immédiatement à le minimiser, vous ressentez un malaise, puis vous vous demandez si vous n'êtes pas trop sensible, vous remarquez une incohérence, mais vous préférez croire à l'explication qui vous rassure plutôt qu'à ce que les faits vous montrent. À force, vous cessez de vous écouter. Votre intuition parle, mais vous la contredisez. Votre corps se contracte, votre sommeil se dérègle, votre énergie diminue. Pourtant, vous continuez à vous répéter que tout va peu être s'arranger. Cette rupture intérieure est l'un des effets les plus profonds de la dépendance. Vous ne souffrez plus seulement de ce que l'autre fait. Vous souffrez aussi de ne plus savoir si vous avez le droit de croire ce que vous ressentez. Retrouver une stabilité émotionnelle passe donc par un apprentissage simple en apparence, mais exigeant dans la pratique, recommencer à vous prendre au sérieux. Cela ne signifie pas considérer chaque peur comme une vérité. L'anxiété peut déformer la réalité, amplifier un silence ou imaginer un abandon là où il n'existe pas. Mais entre croire aveuglément toutes ces émotions et les nier systématiquement, il existe une position plus juste, les écouter comme des informations à examiner. Si une relation vous maintient constamment dans le doute, il faut cesser de juger chaque épisode séparément. Une excuse peut paraître convaincante, une période difficile peut expliquer une distance, un oubli peut arriver, mais quand les mêmes blessures reviennent, quand les mêmes conversations n'aboutissent à aucun changement durable, vous n'êtes plus face à une exception, vous êtes face à un fonctionnement. C'est pour cela que je conseille souvent d'observer les répétitions plutôt que les promesses. Demandez-vous ce qui revient lorsque l'émotion du moment est retombée. Est-ce que cette personne devient plus cohérente, plus présente, plus respectueuse, ou est-ce que tout recommence dès que la peur de vous perdre disparaît? Les mots décrivent parfois ce que quelqu'un aimerait être. Les habitudes révèlent ce qu'il est réellement capable de construire aujourd'hui.
Euh, une femme m'a raconté qu'elle avait attendu pendant près de 4 ans que son compagnon devienne l'homme qu'il disait vouloir être. Chaque crise produisait une conversation profonde. Il reconnaissait ses erreurs, trouvait les mots justes, promettait d'agir autrement. Pendant quelques jours, elle retrouvait de l'espoir. Puis, le même retrait, les mêmes silences et la même indifférence réapparaissaient. Elle ne restait plus avec la réalité de cet homme. Elle restait avec la possibilité de sa transformation. C'est une distinction essentielle. Vous ne pouvez pas construire une relation avec un potentiel, vous construisez avec des comportements présents, répétés, concrets. Aimer ce que quelqu'un pourrait devenir ne suffit pas à rendre vivable ce qu'il est aujourd'hui. La dépendance affective vous pousse à investir dans le futur pour ne pas regarder le présent. Elle vous murmure que votre patience sera récompensée, que votre loyauté finira par produire chez l'autre la maturité qui lui manque. Mais votre amour, aussi sincère soit-il, ne peut pas effectuer à la place d'une personne le travail qu'elle refuse de faire. Devenir émotionnellement inébranlable demande alors une forme de lucidité qui peut sembler dure au début. Croire davantage ce qui se répète que ce qui est promis, cette lucidité ne détruit pas l'amour. Elle empêche simplement l'espoir de devenir une prison. Et quand vous recommencez à faire confiance à ce que vous voyez, quelque chose se remet en place. Vous n'avez plus besoin de demander constamment aux autres si vous exagérez. Vous pouvez entendre un avis sans abandonner le vôtre. Vous pouvez reconnaître une peur sans lui livrer le contrôle. Vous pouvez aussi admettre qu'une situation vous fait du mal, même si vous aimez encore la personne qui en est au centre. Cette capacité à rester fidèle à votre perception est l'un des piliers de la force émotionnelle. Parce qu'à partir du moment où vous ne vous abandonnez plus vous-même, l'abandon de l'autre cesse progressivement d'avoir le pouvoir de vous détruire. Une fois cette confiance intérieure restaurée, il devient possible de reconstruire une identité qui ne dépend plus entièrement de la relation. Car la dépendance affective ne prend pas seulement du temps. Elle occupe de l'espace psychique, elle détourne votre attention de vos projets, de vos amitiés, de votre corps, de votre curiosité et parfois même de votre capacité à ressentir du plaisir sans témoin. Beaucoup de personnes découvrent, après une séparation, qu'elles ne savent plus très bien ce qu'elles aiment. Pendant des années, elles ont organisé leur vie autour des préférences de l'autre, de ses disponibilités, de son humeur ou de ses projets. Elles ont cessé certaines activités, vu moins souvent certains amis, repoussé des envies personnelles. Rien de cela ne s'est produit en une seule décision. C'est arrivé par petites concessions qui semblaient sans importance. Puis un jour, lorsque la relation disparaît, elles ne perdent pas seulement quelqu'un, elles perdent, elles perdent aussi l'organisation entière de leur existence. Les fins de semaine deviennent vides, les habitudes n'ont plus de sens, certains lieux paraissent interdits parce qu'ils rappellent trop de souvenirs et ce vide renforce l'illusion que l'autre était irremplaçable alors qu'il occupait surtout une place devenue démesurée. Retrouver une stabilité demande donc de reconstruire une vie qui possède sa propre architecture. Pas une vie remplie artificiellement pour éviter de penser, mais une vie qui vous ressemble vraiment. Cela commence souvent par des questions très simples. Qu'est-ce qui vous donnait de l'énergie avant cette relation? Quelle personne avez-vous négligée? Qu'avez-vous abandonné parce que cela ne plaisait pas à l'autre ou parce que vous n'aviez plus la force de le défendre? Ces questions ne servent pas à revenir exactement à la personne que vous étiez avant. Vous avez changé, certaines expériences vous ont transformé, parfois douloureusement.
L'objectif n'est pas de récupérer une ancienne version de vous-même, mais de construire une version plus consciente, capable de conserver ce qu'elle a appris sans rester prisonnière de ce qu'elle a subi. Une personne que j'ai rencontrée avait consacré presque toute sa vie adulte à des relations dans lesquelles elle prenait soin des autres. Elle connaissait les besoins de chacun, anticipait les problèmes, savait calmer les tensions, mais lorsqu'on lui demandait ce qu'elle voulait pour elle-même, elle restait silencieuse. Elle savait être indispensable, mais elle ne savait pas encore être présente à sa propre vie. Et nous avons commencé par quelque chose de très modeste. Une fois par semaine, elle devait choisir une activité sans se demander si quelqu'un l'approuverait, l'accompagnerait ou la trouverait utile. Au début, cette liberté lui semblait presque vide. Elle avait tellement appris à exister à travers le besoin des autres que un désir personnel lui paraissait égoïste. Puis, progressivement, elle a redécouvert le plaisir d'agir sans devoir justifier son choix. C'est ainsi que l'identité se reconstruit. Non pas à travers une grande révélation, mais par une accumulation de décisions qui vous replacent au centre de votre propre existence. Choisir un livre parce qu'il vous intrigue. Revoir une personne avec qui vous vous sentez libre. Reprendre un projet abandonné. Marcher sans attendre de message. Organiser une journée qui conserve sa valeur, même si personne ne vient la partager. Cela ne signifie pas que vous devez devenir autosuffisant au point de ne plus avoir besoin de personne. L'être humain a besoin de liens, de présence et de tendresse. La force émotionnelle n'est pas l'isolement, elle consiste à ne plus demander à une seule personne de devenir votre unique source de sécurité, de sens et de valeur. Plus votre vie possède de racines différentes, moins une seule absence peut tout arracher. Vos relations amicales, votre travail, vos passions, votre corps, vos convictions, votre capacité à apprendre et à créer deviennent autant de points d'appui. Si une relation prend fin, vous souffrez bien sûr, mais vous ne perdez plus la totalité de votre monde. C'est à ce moment que l'amour peut changer de nature. Il cesse d'être l'endroit où vous cherchez à être sauvé. Il devient un espace de rencontre entre deux personnes qui possèdent déjà une existence propre. Vous ne demandez plus à l'autre de combler chaque vide. Vous lui proposez de partager une vie que vous avez commencé à habiter pleinement.